La forêt avait une façon de vous faire sentir petit. Pas de la manière cruelle dont la meute avait l'habitude de le faire. Pas de ricanement, pas de comparaison chuchotée, mais par quelque chose de plus ancien, de plus honnête. Ici, parmi les pins immenses qui grattèrent le ventre des nuages gris, je n'étais qu'une créature de plus essayant de survivre à l'hiver. Mes doigts saignaient de nouveau. Je ne les regardais pas. Regarder rendait les choses réelles, rendre la douleur plus vive que le tiraillement sourd que j'avais appris à ignorer. La branche dans mes mains était tordue, fendue en deux au milieu là où la foudre l'avait probablement frappée des mois auparavant. Mais c'était tout ce que j'avais. Je la coinçais entre deux autres que j'avais déjà positionnées, essayant de former quelque chose qui pourrait ressembler à un mur. Toute la structure penchait à gauche comme un homme ivre, et je savais qu'elle ne tiendrait pas contre la première vraie chute de neige. Mais je continuais à travailler. Le vent portait l'odeur de la neige à venir, cette acuité métallique particulière qui signifiait que j'avais peut-être 2 jours avant que la tempête ne frappe. 2 jours pour transformer ce tas de branches cassées en quelque chose qui pourrait me maintenir en vie. Mon souffle sortait en nuages, et je serrais plus fort mon manteau élimé, sentant chaque trou là où le tissu avait cédé. J'avais eu une maison, j'avais eu une place près d'un feu où j'avais ma place, ou du moins où j'étais tolérée. La meute Silverpaw m'avait recueilli quand j'avais 14 ans, après que mes parents soient morts dans un accident de voiture sur la route de montagne. Je me souvenais de l'alpha de l'époque, une femme nommée Cordelia, qui me regardait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. « Elle est humaine », avait dit quelqu'un. Complètement humaine. Même pas un loup dormant. Comme si je ne pouvais pas les entendre. Comme si je n'étais pas juste là, avec les cendres des funérailles de mes parents encore sur ma robe d'emprunt. Ils m'ont laissé rester, m'ont donné la plus petite chambre, celle qui était inondée quand il pleuvait, m'ont laissé manger après que tout le monde est fini. J'ai appris à être reconnaissante pour les restes, appris à me rendre utile de manière qui ne nécessitait ni force, ni vitesse, ni aucun des dons avec lesquels je n'étais jamais née. Je nettoyais, je cuisinais, je raccommodais les vêtements, et je prétendais ne pas remarquer quand ils parlaient de moi comme si j'étais un meuble. Ça avait été supportable jusqu'à ce que Marcus devienne alpha. Je repoussais ce souvenir, forçant mes doigts ensanglantés à nouer un autre morceau de cordelette, une écorce arrachée qui n'arrêtait pas de se rompre à la jonction de 2 branches. Marcus avait voulu une meute de guerriers, de lignée pure. Il l'avait clairement indiqué lors de son premier discours, ses yeux glissant sur moi comme si j'étais une tache sur son trône hérité. En moins de 6 mois, il avait trouvé des raisons de chasser tous ceux qui ne correspondaient pas à sa vision. Les personnes âgées, les handicapés, la fille humaine qui ne se transformerait jamais, ne chasserait jamais, ne serait jamais autre chose qu'un fardeau. Il m'avait donné 3 jours pour partir. Avait appelé ça de la pitié. C'était il y a 2 semaines. J'avais fait tout ce chemin à pied, me dirigeant vers le nord parce que le sud menait à des villes où les gens posèrent des questions, où quelqu'un pourrait me reconnaître et envoyer un message à Silverpaw. Le nord, c'était la nature sauvage, la liberté et probablement la mort, mais c'était ma mort à moi de choisir. La branche sur laquelle je travaillais se cassa soudainement. Le bois pourri cédant avec un bruit d'os qui se brise. Je trébuchai en arrière, me rattrapant contre un arbre, sentant l'écorce griffer à travers mon manteau. Pendant un instant, je restais là, à regarder ma pathétique tentative d'abri. Ça ressemblait à un tas de petits bois, une cabane d'enfant qui n'arrêterait même pas le vent, encore moins le froid. Une chaleur monta derrière mes yeux, mais je n'avais pas pleuré depuis le jour où Marcus avait donné son ultimatum. Et je n'allais pas commencer maintenant. Pleurer était un luxe pour les gens qui avaient quelqu'un pour en être témoin, pour s'en soucier. Ici, les larmes ne faisaient que vous glacer le visage. Je me penchai pour ramasser une autre branche. C'est à ce moment-là que je le sentis. Cette conscience animale ancienne que quelque chose observait. Les poils de ma nuque se hérissèrent, et mon cœur, ce muscle traître, se mit à marteler contre mes côtes. Je me redressai lentement, scrutant la lisière des arbres. La forêt était devenue silencieuse. Pas d'oiseaux, pas de bruissement de petites créatures dans les sous-bois. Juste le vent
et ma propre respiration haletante. Puis je les vis. Des loups, des bêtes massives, leur fourrure épaisse par la pousse hivernale, se tenant en demi-cercle au bord de la clairière que j'avais choisie. Il y en avait au moins une douzaine, peut-être plus, dans l'ombre entre les arbres. Leurs yeux captaient la lumière déclinante de l'après-midi, reflétant l'or, l'ambre et quelque chose qui ressemblait presque à du feu. J'avais déjà vu des loups de meute, j'avais vécu parmi eux sous leurs formes humaines, mais je n'avais jamais été de ce côté d'une rencontre, jamais été la proie. Mes jambes se bloquèrent, une partie primale de mon cerveau hurlant des ordres contradictoires. Fuis, reste immobile, grimpe, bats-toi, rends-toi. Le plus grand loup s'avança. Il était noir comme une nuit sans étoiles, mesurant facilement 1,20 m au garrot, avec des yeux qui n'étaient pas dorés comme ceux des autres, mais d'un argent profond et troublant. Même sous sa forme de loup, le pouvoir émanait de lui par vagues. Un alpha. Je le savais comme on sait que la foudre va frapper. Un goût de métal sur la langue, une pression dans la poitrine. C'était donc la fin. Après tout, après avoir survécu à la mort de mes parents, après avoir enduré des années à être une moins que rien, après avoir quitté le seul foyer que j'ai jamais connu, voilà comment ça se terminait. Seul dans une forêt, déchiqueté par des loups qui ne se souviendraient probablement même pas de mon nom, parce qu'ils n'auraient jamais pris la peine de l'apprendre. Le loup noir se rapprocha, et je me forçai à croiser son regard. Si je devais mourir, je le ferais en regardant ce qui me tuait. Ma mère disait toujours que le courage n'était pas l'absence de peur. C'était être terrifié, et faire la chose quand même. Elle parlait de petites choses, comme passer des auditions pour les pièces de théâtre de l'école, ou apprendre à conduire. Je doutais qu'elle ait imaginé que j'appliquerais cela au fait de défier du regard une créature qui pouvait m'achever d'une seule morsure. Mais l'attaque ne vint pas. Au lieu de ça, le loup noir s'arrêta à environ 3 mètres, sa tête massive s'inclinant légèrement tandis qu'il m'étudiait. Puis, il fit quelque chose que je n'attendais pas. Il regarda par-dessus mon épaule mon abri pitoyable, ce tas de branches cassées et d'espoir désespéré. Ses oreilles s'agitèrent, et si un loup pouvait avoir l'air contemplatif, c'était son cas. Les autres loups restaient immobiles, en attente. La dynamique de la meute, réalisai-je. Ils attendaient bon sa décision, son commandement. Mon sort était entièrement entre les pattes de cette créature massive qui pouvait probablement abattre un wapiti sans même ralentir. Je l'entendis alors, le son d'os qui se déplace, se reforme. C'était quelque chose auquel on ne s'habituait jamais vraiment, peu importe combien de fois on avait côtoyé des métamorphes. La forme du loup noir scintilla, se contracta, se remodela en autre chose, en quelqu'un d'autre. Il se tenait maintenant devant moi sous forme humaine, et je dus lutter pour ne pas reculer. Il était grand, bien plus d'1,80 m, avec le genre de carrure qui venait d'une vie de puissance physique. Ses cheveux étaient sombres, assez longs pour effleurer ses épaules, et ses yeux, bien qu'argentés, restèrent les mêmes. Il était torse nu malgré le froid, ne portant qu'un pantalon sombre qui semblait bien trop cher pour le milieu de nulle part. Des tatouages marquaient ses bras et sa poitrine, des motifs complexes que je pensais être des symboles de meute, mais d'un territoire entièrement différent. Il me regarda, puis mon abri, puis de nouveau moi. Un muscle de sa mâchoire se contracta quand il parla. Sa voix était plus profonde que je ne l'attendais, éraillée par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. « Tu construis avec du bois mort. » Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même, ma voix sortant plus stable que je ne le sentais. C'est tout ce que j'ai pu trouver que je pouvais casser. Ça ne tiendra pas. Il l'affirma comme un fait, comme s'il me disait que le ciel était gris. Je sais. Que pouvais-je dire d'autre? Je savais que c'était sans espoir. Je l'avais su avec chaque branche que j'avais placée, chaque morceau d'écorce que j'avais essayé de tisser. Mais un travail sans espoir était toujours un travail, toujours un mouvement, toujours mieux que de s'allonger pour mourir. Il m'observa un long moment, et je ne pus déchiffrer son expression. Puis il se tourna, regardant les loups qui attendèrent dans les arbres. Il émit un son, pas tout à fait un mot, plutôt un commandement dans une langue plus ancienne que la parole.
Les loups se fondirent dans la forêt, disparaissant si rapidement et silencieusement que j'aurais pu les imaginer, tous sauf 3, qui se transformèrent comme ils l'avaient fait, devenant des hommes qui s'avancèrent avec l'assurance désinvolte de ceux qui n'ont jamais eu à remettre en question leur place dans le monde. Ils étaient plus jeunes que l'alpha, pensai-je, bien que toujours bâtis comme des guerriers. L'un avait des cheveux bruns roux et une cicatrice sur la clavicule. Un autre était blond avec des yeux verts perçants qui m'évaluèrent avec un intérêt clinique. Le troisième avait la peau plus foncée, était silencieux et observait tout. L'alpha, car c'est ce qu'il devait être, regarda les 3 hommes, puis fit un geste vers la forêt derrière moi. Apporter du bois, du vrai bois. Ils partirent sans poser de questions, se déplaçant avec une vitesse surnaturelle dans les arbres. Je restais figé, ne comprenant pas ce qui se passait. Mon esprit essayant de rattraper une réalité qui avait changé trop vite. Un instant, je me préparais à mourir. Le suivant, un alpha qui aurait pu me tuer sans effort était en train de... m'aider? Pourquoi? Le mot s'échappa avant que je puisse l'arrêter. Il tourna ses yeux argentés vers moi, et pour la première fois, je vis quelque chose vaciller en eux. Pas de la pitié. J'aurais détesté la pitié. Quelque chose d'autre. Quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Parce que, dit-il doucement, je sais à quoi ressemble quelqu'un qui refuse d'abandonner, même quand il le devrait. Les 3 loups, devenus hommes, revinrent avec du bois qu'il m'aurait fallu des jours, ne serait-ce que pour trouver, sans parler de le transporter. Ils se déplaçaient avec une efficacité qui témoignait d'années de travail en commun, déposant des rondins 2 fois plus haut que moi sur le sol, avec à peine un bruit. Le blond me surprit en train de les fixer, et haussa un sourcil, mais ne dit rien. L'alpha avait fait le tour de ma pathétique tentative d'abri, s'accroupissant parfois pour examiner le sol, l'angle des arbres, la façon dont le vent se déplaçait dans la clairière. Il se mouvait comme l'eau, comme quelque chose qui n'avait jamais connu la maladresse ou l'incertitude. Quand il revint, il pointa un endroit à 5 mètres de là où j'avais construit. « Là, » dit-il, « terrain plus élevé. L'eau s'écoule vers l'est quand il pleut. » Je regardais où j'avais choisi, voyant maintenant la légère dépression, la façon dont la terre était plus sombre à cet endroit. Bien sûr, j'avais été si concentré sur la recherche d'un espace abrité par les arbres que je n'avais pas pensé au drainage. Une autre erreur qui aurait pu me tuer, ajoutée à la liste grandissante. Le roux commença à disposer le bois, avec la précision de quelqu'un qui avait construit une centaine de structures. « Les fondations d'abord », dit-il, s'adressant à moi pour la première fois. Sa voix portait un accent que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose d'européen peut-être. On construit du bas vers le haut, pas de l'espoir vers le bas. Ça aurait pu être cruel. Mais quelque chose dans son ton le rendait presque gentil, comme s'il partageait une vérité plutôt que de se moquer de mon ignorance. « Je suis fine », ajouta-t-il, enfonçant un pieu aiguisé dans le sol à main nue. La terre l'accepta comme du beurre. Lui, c'est Jasper. Il fit un signe de tête vers le blond. Et l'ombre silencieuse là-bas, c'est Ezra. Ezra, celui à la peau sombre, accusa réception de son nom d'une très légère inclinaison de la tête. Il mesurait quelque chose en utilisant ce qui ressemblait à de vrais outils sortis d'un sac que je ne l'avais pas vu porter. D'où venait-il? Je commençais à réaliser que ce n'étaient pas juste des loups au hasard qui étaient retombés sur moi. C'était organisé, délibéré. L'alpha observait sa meute travailler, donnant occasionnellement une instruction d'un simple regard ou d'un petit geste. Il le comprenait sans mots, se déplaçant en synchronisation comme les parties d'un tout plus grand. C'était beau et douloureux à regarder, cette chose que je n'avais jamais eue, cette appartenance qui allait plus loin que le sang. Je restais inutilement sur le côté, mes doigts ensanglantés recroquevillés contre mes paumes, ne sachant que faire de moi-même. J'avais passé des années à me rendre utile à une meute qui me tolérait à peine. Mais ici, je ne faisais que gêner. Ces hommes se déplaçaient avec le genre de force qui rendait mes tentatives de contribution risibles. « Tu vas juste rester là ?» La voix de l'alpha traversa mes pensées en spirale. Je le regardais,
trouvant ses yeux argentés fixés sur moi avec une intensité qui me coupa le souffle. Je ne peux pas soulever ce qu'il soulève. Non, acquiesça-t-il. Et je me préparai au rejet, au rappel de mon inutilité. Au lieu de cela, il fit un geste vers un tas de branches plus petites que Finn avait mis de côté. Mais tu peux trier. Les morceaux droits ici, les courbés là. Nous aurons besoin des deux. C'était une si petite chose, une tâche si simple, que même moi je ne pouvais pas la rater. Mais la façon dont il le dit, comme si ma contribution comptait vraiment, fit craquer quelque chose dans ma poitrine. Je me dirigeais vers le tas avant que mes jambes n'oublient comment fonctionner, avant que la piqûre derrière mes yeux ne devienne quelque chose de plus. Je triais les branches tandis que le monde prenait forme autour de moi. Ils travaillèrent, alors que le soleil filtrait à travers les arbres, peignant tout d'or, d'ambre et d'ombre. Les fondations furent posées en premier, comme Finn l'avait dit, du bois massif qui se rirait de la pourriture et des intempéries. Puis les murs, de vrais murs, assemblés avec des joints que je n'avais vus que sur des photos. Jasper grimpait comme si la gravité était une suggestion, plaçant des poutres qui soutiendraient un toit. Ezra mesurait et ajustait, s'assurant que tout était de niveau, droit, parfait. Et l'alpha, il faisait tout. Soulevait ce qui devait être soulevé, coupait ce qui devait être coupé, dirigeait quand c'était nécessaire, travaillait aux côtés de sa meute quand la direction n'était pas nécessaire. J'avais déjà vu des alphas. Marcus se pavanait et commandait à distance, traitant le travail physique comme s'il était indigne de lui. Cet homme menait depuis le front, ses mains aussi sales que celles des autres, sa force utilisée plutôt que simplement affichée. Je réalisais que je ne connaissais même pas son nom. Comment dois-je vous appeler? La question m'échappa pendant une accalmie, alors que Finn et Jasper débattèrent de l'angle d'une poutre de soutien. Il me regarda de là où il sécurisait un joint d'angle. La plupart m'appellent « Votre Majesté ». Mon cœur s'arrêta. Majesté. Roi. Ce n'était pas juste un alpha d'une meute quelconque dans les bois. C'était l'alpha. Celui dont même Marcus parlait à voix basse et révérencieuse pendant les réunions de meute. Le roi des territoires du Nord, souverain du plus grand domaine de loup-garou en Amérique du Nord. J'avais défié du regard un roi et lui avais demandé pourquoi il m'aidait. Je devais avoir l'air atterré parce que quelque chose qui ressemblait presque à de l'amusement vacilla sur son visage. « Mais tu peux m'appeler Caspian. »« Je suis Sarah. » Mon nom semblait petit comparé au sien. Oubliable. Je ne savais pas. Je veux dire, je n'aurais pas... N'aurais pas quoi? Il se redressa, essuyant la sueur de ses mains. M'aurait questionné. De bonnes questions montrent qu'il te reste encore de l'esprit. Finn rit de quelque part au-dessus de nous, bien que je ne sois pas sûre de ce qui était drôle. Jasper secoua la tête, mais souriait aussi. Cette expression acérée qui suggérait qu'il savait quelque chose que j'ignorais. La nuit tomba plus vite que je ne l'attendais. La température chuta si rapidement que je pouvais voir mon souffle s'épaissir dans l'air. Mon abri, non, ma cabane maintenant, avait des murs et un toit partiel. C'était plus que ce que j'avais rêvé de construire en un mois, encore moins en une soirée. C'était la différence entre survivre et simplement mourir plus lentement. Ezra alluma un feu sans demander. Les flammes prirent incroyablement vite sur du bois qui aurait dû prendre plus de temps. De la magie. Probablement de la magie de meute dont j'avais entendu parler mais que je n'avais jamais vue utilisée de manière si désinvolte. La chaleur m'attira comme un papillon de nuit, mon corps se souvenant de ce que c'était que de ne pas être transi de froid jusqu'aux os. « Assieds-toi » dit Caspian, et ce n'était pas tout à fait un ordre, mais pas non plus une suggestion. Je m'assis sur une bûche que Finn avait positionnée près du feu. La chaleur était comme une chose vivante contre mon visage, presque douloureuse après si longtemps dans le froid. Je regardais les flammes danser et essayais de ne pas penser à ce que cela signifiait, à ce que je devais, à ce qui serait exigé en retour. Rien n'était gratuit. J'avais appris cette leçon jeune et j'avais les cicatrices pour le prouver. « Tu saignes. » Jasper apparut à côté de moi avec une trousse de premier secours qui semblait de qualité militaire.
Il avait enfilé une chemise à un moment donné, en laine épaisse, qui coûtait probablement plus que tout ce que je possédais. Ce n'est rien. J'essayais de replier mes doigts, de cacher la preuve de ma faiblesse. Ce n'est pas rien. Il ne saisit pas mes mains, ne força pas, attendit simplement, patient comme la pierre, jusqu'à ce que je l'étende lentement vers la lumière du feu. Les coupures n'étaient pas profondes, mais il y en avait beaucoup, certaines anciennes et à moitié guéries, d'autres fraîches du travail du jour. Mes paumes étaient calleuses à des endroits étranges, la peau de quelqu'un qui avait appris le travail par désespoir plutôt que par formation. Jasper les nettoya avec quelque chose qui piquait, mais je ne bronchais pas. J'avais appris il y a longtemps que montrer sa douleur ne faisait que mettre les gens mal à l'aise. « Tu es seul depuis un moment », dit-il doucement, enroulant ma main droite avec une efficacité experte. 2 semaines. Puis, parce que quelque chose dans la lumière du feu et la gentillesse inattendue me rendit téméraire, « Mais je suis seul depuis plus longtemps que ça. » Il leva les yeux vers moi, ses yeux verts, perçants et évaluateurs. La meute Silverpaw. Mon corps entier se raidit. « Comment avez-vous ? » »« Ton manteau. » Il fit un signe de tête vers l'endroit où je l'avais finalement enlevé. Cette chose élimée avec ses patchs et ses réparations. Leur emblème est cousu à l'intérieur. Décoloré, mais visible si on sait quoi chercher. Bien sûr. J'avais oublié ça. La marque qui m'étiquetait même en exil. Je ne suis plus avec eux. Clairement. Il passa à ma main gauche, doux malgré sa force évidente. Marcus est un imbécile. Je clignais des yeux. On ne parlait pas des alphas de cette façon, surtout pas de ceux qui contrôlaient un territoire important. C'était dangereux, irrespectueux. Mais Jasper le dit comme s'il commentait la météo, comme si l'opinion de Marcus importait moins que la poussière. Il a des idées bien arrêtées sur la pureté de la meute, dis-je prudemment. Les mots que j'avais entendus Marcus utiliser dans ses discours. Il a des idées bien arrêtées sur sa propre importance, intervint Finn de l'autre côté du feu. Il cuisinait quelque chose. Du lapin, pensai-je, l'odeur faisant se contracter mon estomac de faim que j'avais ignoré. La pureté n'est que l'excuse. Le contrôle est le but. Caspian était resté silencieux pendant cet échange, se tenant légèrement à l'écart de la lueur du feu, son visage à moitié dans l'ombre. Mais maintenant il parla, sa voix portant un poids qui semblait même faire plier les flammes vers lui. « Tu es humaine. » Pas une question. Oui, je croisai son regard à travers le feu, refusant de détourner les yeux, même si l'instinct me hurlait de baisser la tête devant un roi alpha. Complètement. Pas de loup, aucune chance d'en avoir un. Mes parents étaient humains aussi. Et Silverpaw t'a recueilli. Quand même, après la mort de mes parents. L'ancienne alpha, Cordelia, elle croyait en... Je cherchais le mot. La compassion, je suppose. Elle disait que la famille, ce n'était pas seulement une question de sang ou de fourrure. Mais Marcus ne partage pas cette croyance. Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. Non. Il m'a donné 3 jours pour partir. À appeler ça de la pitié parce qu'il aurait pu simplement... Je m'interrompis, ne voulant pas finir cette phrase. « Te tuer », termina Caspian pour moi, sa voix plate. Oui, il aurait pu. Le silence qui suivit était lourd de vérité que personne ne voulait dire. Finn se concentra intensément sur le lapin. Ezra nourrissait le feu avec des mouvements précis et prudents. Jasper finit de bander mes mains et s'adossa, son travail terminé. J'aurais dû avoir peur. J'étais entouré de prédateurs qui pouvaient me déchiqueter sans effort, dirigé par un roi dont la réputation rendait les alphas chevronnés nerveux. Mais je n'avais pas peur. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. En sécurité. C'était absurde, illogique, probablement stupide. Mais c'était là quand même. Une chaleur dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec le feu. Pourquoi m'aidez-vous ? La question revint, plus urgente maintenant que je savais qui il était. Vous êtes le roi Alpha. Vous n'avez pas le temps de construire des cabanes pour des humaines au hasard dans les bois. Caspian resta silencieux si longtemps que je pensais qu'il ne répondrait pas. Puis il s'avança pleinement dans la lumière du feu,
et je pus voir son visage clairement. Des traits forts marqués par de vieilles cicatrices, des yeux qui en avaient trop vu. Une bouche dessinée par des lignes qui suggéraient qu'il souriait rarement et le pensait encore moins. « J'ai eu une sœur un jour », dit-il finalement. Et les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme. Humaine, entièrement humaine comme toi. La meute de mon père, la tolérait à peine. Elle était brillante, pleine d'espoir, pensait qu'elle pourrait gagner leur acceptation par le travail acharné et la gentillesse. Le temps passé du verbe me frappa comme un coup. Avais-tu une sœur ? Je savais ce que cela signifiait. Elle est morte en essayant de faire ses preuves, continua-t-il, sa voix soigneusement vide d'émotion. Elle est partie à une chasse à laquelle elle n'aurait pas dû participer, traquant un loup solitaire qui avait tué du bétail. Voulait montrer qu'elle pouvait être utile, même sans se transformer. Je l'ai trouvée 3 jours plus tard. Le silence qui suivit aurait pu engloutir des mondes. Finn avait arrêté de cuisiner. Jasper regardait ses mains. Les yeux d'Ezra reflétaient la lumière du feu et un vieux chagrin. « Je suis désolée, » murmurai-je. Les mots inadéquats et petits. « Je ne veux pas de ta pitié. » Ses yeux se fixèrent sur les miens avec une intensité qui me vola le souffle. « Je veux que tu comprennes. Que quand je t'ai vu construire avec des branches cassées, refusant d'abandonner, même quand toute personne saine d'esprit l'aurait fait, je l'ai vue, elle. J'ai vu ce qu'elle aurait pu être si quelqu'un l'avait aidée au lieu de la juger. Ma gorge se serra autour de mots que je ne pouvais pas prononcer. Ce n'était pas de la charité. C'était une expiation, une dette payée à un fantôme, en aidant une étrangère qui lui rappelait une perte. « La cabane sera terminée demain, » dit-il, son ton revenant à quelque chose de plus neutre, de plus royal. « Nous te laisserons des provisions, assez pour tenir l'hiver si tu fais attention. Demain. Il serait parti demain. Cette gentillesse étrange et impossible prendrait fin, et je serais de nouveau seule dans une cabane construite par des loups qui n'avaient aucune raison de s'en soucier. « Merci », réussis-je à dire, les mots se brisant légèrement. « Je ne pourrai jamais vous rembourser. »« Je ne veux pas être remboursé, » me coupa-t-il, fermement mais pas méchamment. « Je veux que tu survives. C'est suffisant. » Finn déclara le lapin prêt, et nous mangeâmes dans un silence relatif. La viande était riche et fumée, la meilleure chose que j'ai goûtée depuis des semaines. Ils sortirent du pain de quelque part, et du fromage. Et je ne posais pas de questions parce que mon estomac était trop occupé à célébrer. Pour la première fois depuis que j'avais quitté Silverpaw, je m'endormis le ventre plein et avec quelque chose comme de l'espoir qui s'enroulait chaudement sous mes côtes. Je me réveillais au son de martèlements et à l'odeur de la sève de pain. Pendant un moment désorientant, je crus que j'étais de retour à Silverpaw, que les dernières semaines avaient été un cauchemar, et que je me réveillerais pour trouver Cordelia encore en vie, dirigeant toujours avec une douce force. Puis la réalité s'installa de nouveau dans mes os, le sol dur sous moi, la cabane à moitié finie au-dessus, l'impossible gentillesse d'étrangers qui n'avaient aucune raison de s'arrêter. La lumière de l'aube filtrait à travers les interstices du toit que Jasper et Ezra s'efforçaient déjà de refermer. J'avais dormi près du feu, enveloppé dans une couverture qu'on m'avait donnée sans que je m'en souvienne. Mon corps était chaud pour la première fois depuis ce qui semblait une éternité. Caspien n'était pas visible, mais je pouvais entendre sa voix dehors, basse et autoritaire, parlant à quelqu'un que je ne pouvais pas voir. Je me levai, mes muscles protestant après le travail de la veille et des semaines à dormir sur un sol froid. Mes mains étaient raides sous le bandage soigné de Jasper, mais la douleur s'était atténuée pour devenir gérable. De petites miséricordes. Je pliai la couverture, une laine épaisse qui coûtait probablement plus que ce que j'avais gagné en 1 an à Silverpaw, et sortis dans un air si froid qu'il me brûlait les poumons. La cabane avait l'air différente à la lumière du jour, réelle, solide. Les murs se dressaient droits et d'aplomb. Le toit presque terminé, des cadres de fenêtres déjà en place, attendant de vraies fenêtres. Je fixais ces cadres,
le niveau de détail et de soin qui avait été consacré à quelque chose destiné à moi. Une humaine sans importance qui, la veille encore, construisait avec des débris. Tu es réveillée. Finn apparut du côté de la cabane, portant une brassée de ce qui ressemblait à de la mousse. Bien, j'ai besoin de quelqu'un avec de petites mains. Avant que je puisse demander pour quoi faire, il me tendit la mousse et fit un geste vers les murs. Le bouchetage va entre les rondins pour empêcher le vent d'entrer. Tu le tasses bien. Compris? Chaque interstice, aussi petit soit-il. Je compris. C'était un travail que je pouvais faire. Un travail qui ne nécessitait pas une force ou une vitesse surnaturelle. Je pris la mousse et commençai à la coincer soigneusement dans les espaces entre les rondins, pendant que Finn regardait d'un œil critique. Plus serré, dit-il après que j'ai fait 3 sections. L'hiver ici ne pardonne pas les demi-mesures. Je poussai plus fort, ignorant la protestation de mes mains bandées. Il hocha la tête en signe d'approbation et me laissa à ma tâche, disparaissant à nouveau derrière la cabane. Je travaillais méthodiquement, me perdant dans la répétition. La simple satisfaction de voir les interstices disparaître sous mon attention soignée. Le soleil monta plus haut, bien qu'il ne perce jamais complètement l'épaisse couverture nuageuse. J'entendis des voix, le grondement profond de Caspian, une autre voix que je ne reconnus pas, plus aiguë et plus formelle. La curiosité me tiraillait, mais je continuais à travailler. Quelles que soient les affaires du roi Alpha, ce n'était pas à moi de les connaître. J'étais à mi-chemin du mur est quand Caspian contourna le coin, suivi d'une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Elle était grande, élégante, même dans des vêtements d'hiver pratiques, avec des cheveux sombres parsemés de fils d'argent tirés en un chignon sévère. Ses yeux étaient ambrés, et quand ils se posèrent sur moi, je me sentis évaluée et cataloguée en l'espace d'un battement de cœur. « C'est elle ?» demanda la femme, sa voix portant le genre d'autorité qui vous fait vous tenir plus droit sans même y penser. « C'est Sarah », confirma Caspian. « Sarah, voici Vivien. C'est mon second. » Un second. Le bras droit d'un roi alpha, l'exécuteur de la loi et de la volonté sur tout un territoire. J'aurais dû m'incliner. J'aurais dû montrer le respect approprié, mais mes mains étaient pleines de mousse et j'étais figée entre la politesse et le pragmatisme. Viviane me sauva de la décision en s'approchant. Son regard perçant balaya mes mains bandées, ma silhouette trop mince sous des vêtements d'emprunt, la manière soignée dont j'avais tassé le bouchetage. « Vous êtes humaine. »« Oui, madame. » Le titre honorifique m'échappa automatiquement. Des années de conditionnement. Et Marcus Thorne vous a exilé de Silverpaw. Mon estomac se noua. Que savait-il? Que leur avait dit Caspian? Oui, madame. Elle regarda Caspian. Quelque chose passant entre eux de cette manière silencieuse dont les membres de la meute communiquaient. Puis de nouveau vers moi. A-t-il donné une raison? Je suis humaine, répétai-je ce qui aurait dû être évident. Il veut une meute pure, des guerriers. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Vous avez survécu 2 semaines seul dans une nature sauvage qui tue des loups entraînés. Le ton de Vivien était plat, factuel. Cela suggère que vous êtes plus capable que ce que Marcus vous attribuait. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors je ne dis rien. Elle fit le tour de moi lentement, sans menacer, mais de manière approfondie, comme si elle résolvait une énigme. Quand elle eut terminé son cercle, elle s'adressa à Caspian sans le regarder. Elle ne peut pas rester ici seule. Je sais. Sa voix portait quelque chose de lourd, de résigné. L'hiver la tuera, ou des solitaires la trouveront, ou... Les yeux perçants de Vivien retrouvèrent les miens. Marcus apprendra qu'elle est toujours en vie et enverra quelqu'un finir ce que l'exil a commencé. La glace inonda mes veines. Je n'y avais pas pensé, à la possibilité que Marcus puisse considérer ma survie comme une insulte à son autorité. Des alphas avaient tué pour moins que ça, et Marcus avait toujours été plus préoccupé par la perception que par la pitié. Elle pourrait venir avec nous, suggéra Finn, de là où il était apparu sur le toit. Depuis combien de temps écoutait-il? Nous avons de la place, acquiesça Viviane avec prudence.
La question est de savoir s'il est sage d'amener une humaine dans la capitale étant donné les tensions actuelles. Quelles tensions ? Demandai-je, regrettant immédiatement d'avoir parlé. Ce n'était pas ma conversation. Ce n'étaient pas mes affaires. Mais Caspian répondit quand même, ses yeux argentés trouvant les miens avec une intensité qui fit légèrement s'estomper tout le reste. Il y a eu de la résistance à certaines de mes politiques. Des chefs de meute plus âgés qui croient aux hiérarchies traditionnelles, qui pensent que les humains sont indignes d'attention, ou pire, vous amener au cœur de mon territoire serait faire une déclaration. Une déclaration dangereuse, ajouta Vivien, pour vous deux. Alors je ne viendrai pas. Les mots sortirent plus fort que je ne le sentais. Je me débrouillerai ici. Vous mourrez, interrompit Caspian sèchement. Vous mourrez. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas la semaine prochaine, mais l'hiver ne se soucie pas de la détermination. La vérité de ces paroles s'installa entre nous comme une troisième présence. Il avait raison. Je vivais sur du temps emprunté depuis que j'avais quitté Silverpaw, sur la chance et le désespoir, et ce genre de refus obstiné d'abandonner que ma mère à la fois louait et craignait. Mais la chance finit toujours par tourner. Si elle vient, intervint Ezra, sa voix calme portant un poids malgré sa douceur, elle devient notre responsabilité, la responsabilité de la meute. Sommes-nous préparés à cela ? C'était la bonne question, celle qui allait au-delà du sentimentalisme pour atteindre le pragmatisme. J'étais un passif, une faiblesse qu'il choisirait d'assumer. Dans la dynamique de la meute, cela n'avait aucun sens. On n'acceptait pas volontairement des fardeaux qui ne pouvaient pas subvenir à leurs propres besoins. Je peux travailler, dis-je rapidement, désespérément. Je sais que je ne suis pas forte comme vous, mais je peux cuisiner, nettoyer, raccommoder des choses. Je peux... Sarah. La voix de Caspian traversa ma spirale. Arrête. Je m'arrêtai, ma bouche se refermant d'un coup sec, mon cœur martelant contre mes côtes. Il s'approcha, assez près pour que je doive incliner la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Si tu viens avec nous, ce ne sera pas comme servante. J'ai du personnel pour cuisiner et nettoyer. Tu viendras comme membre de la meute, avec toutes les protections et les attentes que cela implique. Meute. Le mot flottait dans l'air comme quelque chose de magique, quelque chose que j'avais désiré tout mon temps à Silverpaw, mais qui ne m'avait jamais été vraiment offert. Il m'avait recueilli, mais ne m'avait jamais intégré à la meute. Ne m'avait jamais donné cette appartenance qui allait si profond. Je ne comprends pas, murmurai-je. Pourquoi feriez-vous ? Parce que je le choisis. Simple, final. La façon dont un roi alpha parlait quand sa décision était prise et que toute discussion était vaine. La question est de savoir si tu choisis d'accepter. Je regardais la cabane qu'ils avaient d'eux construite. Ce cadeau impossible qui représentait plus de gentillesse que je n'en avais connu depuis des années. Puis la forêt au-delà, la nature sauvage qui finirait par m'emporter. Peu importe à quel point je me battrais. Puis Caspian, Vivien, Finn toujours perchés sur le toit, et Jasper et Ezra qui regardaient depuis l'embrasure de la porte. Ils m'offraient quelque chose que j'avais cessé de croire possible. Une chance. Pas la charité, pas la pitié, mais une véritable appartenance avec des gens qui avaient à en prouver par leurs actions qu'ils voyaient en moi une valeur au-delà de ce que je pouvais produire ou fournir. Oui. Le mot passa à peine ma gorge. Oui, j'accepte. Vivienne hocha la tête une fois, de manière nette et professionnelle. Alors nous partons dans 2 heures. Finn, Jasper, finissez la cabane quand même. Nous l'utiliserons comme relais pour les patrouilles. Elle me regarda. Voyagez léger, nous nous déplaçons vite. Elle partit alors, se déplaçant avec le genre de grâce déterminée qui venait de décennies d'autorité. Je la regardais partir, mon esprit essayant de rattraper la rapidité avec laquelle ma vie venait de changer de direction. « Elle est protectrice », dit Caspian doucement, lisant quelque chose dans mon expression. « Et méfiante de tout ce qui pourrait menacer la stabilité de la meute. Mais elle est juste. Donne-lui du temps. » Du temps. J'aurai du temps maintenant.
quelque chose dont je n'étais pas sûre d'avoir même un jour de plus auparavant. La réalité de la situation commençait à s'installer, apportant avec elle un millier de questions que je ne savais pas comment poser. Caspian sembla sentir mon accablement. « Rentre. Mange quelque chose. Jasper te trouvera des vêtements plus adaptés au voyage. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. « Tout va bien se passer, Sarah. » Je voulais le croire. Peut-être même que je le croyais un peu. Les 2 heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. Jasper produisit en effet des vêtements. Un pantalon en laine épaisse qui m'allait vraiment, un vrai manteau d'hiver sans trous, des bottes qui n'étaient pas tenues par l'espoir et l'obstination. Tout était clairement cher, clairement destiné à quelqu'un d'important, et je me sentis comme une usurpatrice en les portant. « Ils te vont mieux qu'à moi de toute façon », dit Jasper quand j'essayais de protester. « Je préfère les couleurs plus claires. » Finn me fourra de la nourriture dans les mains, de la viande séchée, du fromage à pâte dure, du pain qui était encore chaud. « Mange maintenant. Mange en route. Tu es trop maigre. » Ça rend Caspian nerveux. Je mangeais parce que discuter semblait inutile, parce que mon estomac avait cessé de croire que la nourriture était une chose fiable. Entre les bouchées, je les regardais finir la cabane avec le même soin méticuleux qu'ils avaient montré depuis le début. Chaque détail parfait, chaque joint solide. Un cadeau achevé, même si je ne restais pas. Quand il fut temps de partir, je me tins devant la cabane et ressentis le plus étrange sentiment de perte. Je n'y avais jamais vécu, n'avais jamais passé plus d'une nuit sous son toit incomplet, mais elle représentait quelque chose d'important. La preuve que j'avais essayé de survivre, que j'avais compté suffisamment pour que quelqu'un m'aide. Prête ? Caspian apparut à côté de moi, habillé maintenant de vêtements qui le marquaient clairement comme un roi. Cuir sombre et manteau doublé de fourrure. Des bottes qui coûtaient probablement plus cher que tout le bois de la cabane. « Non, » admis-je, « mais je ne pense pas que je serai jamais prête pour ça. » Sa bouche esquissa ce qui aurait pu être l'ombre d'un sourire. Honnête. Bien. Nous voyageâmes en loup, tous sauf moi. Je montai sur le dos de Caspian, mes doigts crispés dans sa fourrure épaisse, essayant de ne pas penser à quel point c'était absurde. Une humaine chevauchant le roi Alpha, comme dans un conte de fées. Mais il avait insisté, et Vivien avait convenu que c'était le moyen le plus rapide de couvrir la distance. Le monde défilait en nuances de blanc, de gris et de vert profond. Il se déplaçait à une vitesse impossible, sautant par-dessus des obstacles que je pouvais à peine voir, naviguant dans la forêt comme s'ils y étaient nés, ce qui, je suppose, était le cas. Je me tins fermement et essayai de ne pas avoir la nausée. Essayai de ne pas penser à ce que je laissais derrière moi ou à ce vers quoi je me précipitais. Nous nous arrêtâmes une fois près d'un ruisseau où Vivien jugea qu'il était sûr de se reposer. Je glissai du dos de Caspian sur des jambes tremblantes, mes muscles hurlant après des heures de tension. Il reprit sa forme humaine, apparemment indifférent au froid ou à son manque de chemise. « Tu te débrouilles bien, » dit-il, et on aurait dit qu'il le pensait. « Je suis terrifiée, » admis-je, acceptant l'eau d'une gourde qu'Ezra m'offrit. La terreur et la bravoure ne sont pas opposées. Il me regarda avec ses yeux argentés troublants. La bravoure, c'est être terrifié et avancer quand même. Les mots de ma mère, sortant de sa bouche au milieu d'une forêt gelée. La coïncidence me serra la poitrine. « Nous atteindrons la capitale à la tombée de la nuit », annonça Vivien, purement professionnel. « Sarah, quand nous arriverons, reste près de Caspian. Ne parle que si on t'adresse la parole. Ne croise le regard de personne qui te défie. Compris ? » Je compris. J'entrais dans une fosse aux lions qui pourraient me voir comme une proie, protégée uniquement par la parole d'un roi dont l'autorité était apparemment remise en question par certains. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? Nous continuâmes notre route alors que le soleil commençait sa descente, peignant la neige d'or et de rose. Je regardais la lumière changer, mémorisant ces moments de paix étranges et fragiles. D'une manière ou d'une autre, je savais qu'une fois que nous atteindrions la capitale, tout changerait à nouveau.
et alors que les muscles de Caspian se bandaient sous moi pour un autre saut impossible, je me tins plus fort et murmurai une prière à la mère que j'avais perdue, espérant qu'elle pouvait me voir de là où vont les morts. J'essaie encore, maman. Je continue d'être courageuse, même quand je suis terrifiée. Les arbres commencèrent à s'éclaircir, et au loin, je vis des lumières. La capitale n'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avais imaginé quelque chose de médiéval, peut-être. Des murs de pierre et des torches, le genre de forteresse qu'on voit dans les films sur les loups-garous et les anciennes meutes. Au lieu de cela, alors que nous passions la dernière colline, je vis une ville qui semblait presque normale, des maisons avec une vraie architecture, des rues pavées bordées de lampadaires qui commençaient tout juste à briller dans le crépuscule, des magasins avec des vitrines exposant des marchandises. Cela ressemblait à n'importe quelle ville de montagne du Colorado ou du Montana, le genre d'endroit que les touristes pourraient visiter pour le ski ou la randonnée, sauf que tout le monde ici pouvait se transformer en loup et me déchiqueter. Nous reprîmes nos formes humaines à la lisière de la ville, Caspien et sa meute, s'habillant rapidement avec des vêtements qu'ils avaient transportés dans des sacs étanches. Je me tins maladroitement sur le côté, très consciente que j'étais la seule à trouver la nudité publique inconfortable. Ils traitaient cela comme un simple changement de chemise, de manière décontractée et banale. « Reste prêt », me rappela Vivien, son ton indiquant clairement que ce n'était pas une suggestion. Nous entrâmes dans la ville, alors que les lampadaires s'allumaient complètement, projetant une lumière dorée et chaleureuse qui aurait dû sembler accueillante. Mais je pouvais sentir les regards. Voir les gens s'arrêter en pleine conversation pour nous regarder passer, pour me regarder passer. Une humaine au milieu d'eux, marchant aux côtés de leur roi comme si j'avais le droit d'être là. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Je ne pouvais pas entendre les mots, mais je pouvais lire les expressions. Confusion, curiosité, hostilité. Une femme aux cheveux grisonnants recula même, serrant son enfant plus près de nous. L'enfant me fixa de grands yeux ambrés, et je détournai le regard, me sentant comme quelque chose de dangereux, même si j'étais la seule ici à ne pouvoir blesser personne. « Ignore-les », dit Caspian doucement, sa main trouvant le creux de mon dos. Le contact était léger, à peine là, mais il envoyait un message clair à tous ceux qui regardaient. « Elle est sous ma protection. » Cela fit également monter mon rythme cardiaque à un niveau qui n'avait rien à voir avec la peur et tout à voir avec la chaleur de sa paume à travers mon manteau d'emprunt. Nous gravîmes une colline vers le centre de la ville, où un bâtiment s'élevait, plus grand que les autres. Pas tout à fait un palais, mais certainement plus qu'une maison. Une construction de pierre et de bois, plusieurs étages, des fenêtres qui brillaient de lumière intérieure. La demeure, apparemment, du roi Alpha et de son cercle rapproché. Le hall d'entrée était chaleureux, chauffé par une immense cheminée qui aurait pu contenir 3 personnes comme moi. Le sol était en bois poli, les murs décorés de tapisseries représentant des loups dans diverses postures, chassant, courant, hurlant à la lune. Un grand escalier s'enroulait vers des étages que je ne pouvais pas voir. Sarah. Une femme apparut d'une porte latérale, plus âgée que Vivien, avec des yeux bienveillants et des fleurs sur son tablier. « Je suis Margaret. Je dirige la maisonnée. Vous devez être gelée et affamée, pauvre petite. » Avant que je puisse répondre, elle avait passé un bras autour de mes épaules et m'entraînait loin des autres, bavardant sur des bains chauds, de la nourriture chaude et un repos bien mérité. Je regardais Caspian, incertaine, et le trouvais en train de regarder avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Vas-y, » dit-il. « Margaret prendra soin de toi. » Margaret fit exactement cela. Elle me conduisit sur 2 volets d'escalier, dans un couloir bordé de portes, et dans une chambre qui me coupa le souffle. Elle était plus grande que n'importe quel espace que j'avais jamais appelé le mien, avec un vrai lit couvert de courtes pointes, un siège de fenêtre donnant sur la ville en contrebas, une cheminée crépitant déjà avec du bois frais. Une porte sur le côté révélait une salle de bain avec une vraie baignoire, profonde, en porcelaine et parfaite. « C'est trop », réussis-je à dire. « Je ne peux pas. » Sottise. Margaret ouvrait déjà les robinets,
de la vapeur s'élevant alors que l'eau chaude jaillissait dans la baignoire. Sa Majesté a été très claire. Vous devez être traité comme un membre de la meute, ce qui signifie que vous avez une chambre convenable comme tout le monde. Elle ajouta quelque chose à l'eau qui sentait la lavande et la menthe. Maintenant, vous vous prélassez pendant que je monte de la nourriture. Pas de discussion. Elle partit avant que je puisse en formuler une, fermant la porte d'un clic ferme. Je regardais l'eau monter, le luxe de tout cela, et sentis des larmes chaudes me piquer les yeux. J'avais passé 2 semaines à me laver dans des ruisseaux glacés quand je le pouvais, passant parfois des jours sans, parce que le froid était trop brutal. Et maintenant, ça. De l'eau chaude, de l'intimité, de la sécurité. Je me déshabillais lentement, enlevant les couches de vêtements empruntés et les miens en dessous, élimés et tachés par des semaines de survie. Mon corps était une carte de l'histoire récente. Des bleus de chute, des égratignures de branches, le contour net de côtes qui n'étaient pas si visibles auparavant. Je ressemblais à ce que j'étais, quelqu'un qui avait à peine survécu. L'eau était assez chaude pour faire mal au début, mais je m'y plongeais quand même, la laissant brûler le froid qui s'était installé dans mes os. Je me frottais avec du savon qui sentait le miel et les herbes, regardant la saleté et le sang séché s'en aller dans le siphon quand je retirais enfin le bouchon. Puis je la remplis de nouveau, juste pour me prélasser, juste pour sentir la chaleur jusqu'au fond de moi. Margaret revint avec de la nourriture, une soupe épaisse avec des légumes et de la viande, du pain encore chaud du four, du fromage et des fruits, et plus que je ne pouvais manger. Elle apporta également des vêtements simples mais bien faits, dans des tailles qui m'iraient vraiment. « Mangez, reposez-vous » ordonna-t-elle doucement. « Demain sera bien assez tôt pour tout le reste. » Mais le sommeil, quand je me glissais enfin dans le lit, après avoir mangé jusqu'à ce que mon estomac soit agréablement plein, ne vint pas facilement. Le matelas était trop mou, la chambre trop silencieuse, la sécurité trop peu familière. Je restais allongée, fixant le plafond, écoutant les bruits de la maison qui s'installait autour de moi, et me demandais dans quoi je m'étais embarquée. Je me demandais dans quoi Caspian s'était embarqué en m'amenant ici. Le matin arriva avec une pâle lumière du soleil et un coup à ma porte. Je l'ouvris pour trouver Jasper tenant un plateau avec le petit déjeuner, des œufs, du bacon, du pain grillé, du café qui sentait le paradis. « Sa Majesté demande votre présence dans son bureau après que vous ayez mangé, » dit-il, formel d'une manière qu'il n'avait pas eue dans la forêt. « J'attendrai pour vous escorter. » La formalité sonnait comme un avertissement. Là-bas, nous avions été presque des égaux, unis dans le simple but de survivre. Ici, au siège de son pouvoir, la hiérarchie se réaffirmait. Il était le roi alpha. J'étais quoi, exactement? Je mangeais rapidement, m'habillant avec les vêtements que Margaret avait fournis. Un pantalon sombre, un pull doux et des bottes vert foncé qui m'allaient parfaitement. Quand je sortis, Jasper me guida à travers des couloirs que je n'aurais jamais trouvés seuls, passant devant des pièces où j'aperçus d'autres membres de la meute qui s'arrêtèrent pour me fixer. Aucun d'eux ne sourit. Le bureau était au 3e étage, une pièce tapissée de livres et de cartes, dominée par un bureau massif sculpté dans du bois sombre. Caspian se tenait près de la fenêtre, regardant son territoire, et ne se retourna pas quand nous entrâmes. « Merci, Jasper, » dit-il, le congédiant sans le regarder. La porte se referma, et nous étions seuls. Le silence s'étira assez longtemps pour me rendre anxieuse, mes mains se tordant devant moi. Finalement, il se tourna, et je vis quelque chose sur son visage qui n'y était pas la veille. De la tension peut-être, ou de l'inquiétude. « Comment as-tu dormi ?» demanda-t-il. « Bien, un mensonge, mais poli. La chambre est magnifique. Merci. » Il écarta cela d'un geste comme si ça n'avait pas d'importance. « Sarah, nous devons discuter de ta position ici. » Mon estomac se serra. Voilà, les conditions, les attentes, le prix de sa gentillesse. « Tu es une humaine dans une meute de loups, » continua-t-il, se déplaçant pour s'appuyer contre son bureau. « Cela te rend vulnérable d'une manière que tu ne comprends peut-être pas entièrement. Il y a ceux qui te verront comme faible,
comme une proie, comme quelque chose à éliminer pour me prouver quelque chose. Je comprends. C'était aussi mon cas. J'avais vécu cette réalité à Silver Paw, juste avec des enjeux moins mortels. Je ne pense pas que tu comprennes. Ses yeux croisèrent les miens, sérieux et intenses. À Silver Paw, tu étais toléré. Ici, tu es une déclaration. Ma déclaration. En t'amenant dans ma maison, dans ma meute. Je déclare que les humains ont une valeur au-delà de ce que la loi traditionnelle de la meute reconnaît. Que la protection s'étend à tous, pas seulement à ceux qui sont nés avec des griffes. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Demandai-je prudemment. C'est nécessaire, corrigea-t-il. Mais cela fait de toi une cible pour ceux qui s'opposent au changement. C'est pourquoi je t'assigne un garde. Un garde? Répétai-je, pas sûr d'avoir bien entendu. Finn t'accompagnera chaque fois que tu quitteras cette maison. Il est fort, loyal, et ne tolérera personne qui te menace. L'expression de Caspian s'adoucit légèrement. Je sais que ça semble excessif, mais s'il te plaît, fais-moi confiance là-dessus. Je hochai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Un garde, parce que j'avais besoin de protection contre son propre peuple. La réalité de ma situation devenait de plus en plus claire. Il y a autre chose. Il hésita. Et je ne l'avais jamais vu incertain auparavant. C'était presque pire que son commandement. La meute s'attendra. Ils se demanderont quel est ton rôle ici. Pourquoi je t'ai amené toi, spécifiquement? Que veux-tu dire? Ils supposeront que tu es... Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Importante pour moi. Personnellement, une chaleur inonda mon visage alors que la compréhension me frappait. Ils penseraient que j'étais sa quoi? Amante? Compagne? Une sorte d'intérêt romantique? Mais je ne le suis pas, dis-je rapidement. Nous nous connaissons à peine. Tu m'as aidé à cause de ta sœur, parce que... Je sais ça. Tu le sais. Mais la perception compte dans la politique de la meute. Il passa une main dans ses cheveux sombres. Frustré. Je ne corrigerai pas leurs suppositions parce que la protection qui vient avec le fait d'être considérée comme mienne est le bouclier le plus solide que je puisse te donner. Mais je voulais que tu comprennes dans quoi tu t'embarquais. Les chuchotements, le jugement, la jalousie. Je pensais au regard de la nuit dernière. La femme éloignant son enfant. L'hostilité que j'avais ressentie comme une présence physique. S'ils pensèrent que je couchais avec leur roi, cette hostilité s'intensifierait pour devenir quelque chose de bien plus dangereux. Peut-être que je ne devrais pas rester, dis-je doucement. Si ma présence cause des problèmes, non. Le mot sortit sec, autoritaire. Tu ne pars pas. Je ne vais pas te renvoyer mourir dans la nature parce que ma meute a des idées dépassées sur qui mérite d'être protégé. Mais non, Sarah. Il s'approcha. Et je pus sentir le pain et quelque chose de sauvage, quelque chose qui était purement lui. Je t'ai fait une promesse. Tu fais partie de la meute maintenant. Cela signifie quelque chose pour moi, même si ce n'est pas le cas pour tout le monde, pour l'instant. La conviction dans sa voix me serra la gorge. Personne ne s'était jamais battu pour moi comme ça, ne m'avait jamais considéré comme valant le coup politique. D'accord, murmurai-je. Je resterai. Quelque chose dans son expression se détendit. Une tension que je n'avais pas remarquée se relâcha de ses épaules. Bien. Maintenant, Margaret te fera visiter la maison, te présentera au personnel. Finn te trouvera après le déjeuner pour une visite de la ville. Ce soir, il y a un dîner de meute. C'est informel mais très fréquenté. Tu rencontreras d'autres membres du cercle rapproché. Un dîner de meute où je serai exposée, jugée par des loups qui me rejetaient déjà. Parfait, je me débrouillerai, dis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais. Sa bouche esquissa ce fantôme de sourire. Je sais que tu le feras. Tu as survécu 2 semaines seule dans la nature sauvage en hiver. Un dîner devrait être facile en comparaison. D'une manière ou d'une autre, j'en doutais. La journée passa dans un tourbillon de noms et de visages que je n'allais jamais retenir. Margaret me présenta au personnel de la maison,
principalement des loups plus âgés qui me traitaient avec une distance polie. La maison était énorme, bien plus grande qu'elle n'en avait l'air de l'extérieur, avec des ailes que je n'explorais même pas. Finn apparut après le déjeuner comme promis, joyeux et détendu d'une manière qui aida à calmer mes nerfs. « Ne les laisse pas t'intimider », dit-il alors que nous marchions dans la ville. La plupart d'entre eux sont plus curieux qu'hostiles. Ils n'ont juste jamais vu Caspien ramener quelqu'un à la maison avant. Jamais ? Cela semblait impossible. Jamais, confirma Finn. Il est roi alpha depuis 8 ans. Pendant ce temps, il s'est absolument concentré sur la reconstruction des relations entre meutes, le renforcement des alliances, la modernisation des lois. La romance n'a même pas été sur son radar. « Je ne suis pas une romance », protestai-je. « Je sais, tu le sais. Mais, il sourit. La perception est une chose amusante. Nous passâmes devant des magasins où les gens nous fixaient sans aucun doute, devant une école où des enfants jouaient dans une cour, devant ce qui ressemblait à un terrain d'entraînement où des loups s'entraînaient sous forme humaine et animale. Finn me montra les bâtiments importants, me présenta à quelques personnes qui allaient de sincèrement accueillantes à froidement polies. Au moment où nous retournâmes à la maison, ma tête tournait avec toutes ces informations, et mes nerfs étaient à vif en pensant au dîner à venir. Margaret m'aida à m'habiller. Une robe simple bleu nuit qui était bien plus belle que tout ce que j'avais jamais possédé. Elle essaya de faire quelque chose avec mes cheveux pâles, qui avaient poussé de manière sauvage et inégale pendant mon temps seul, mais finit par abandonner et les rassembla simplement en une tresse simple. « Vous êtes ravissante », m'assura-t-elle. « Soyez simplement vous-même. Sa Majesté voit clairement quelque chose de spécial en vous. » La salle à manger était déjà pleine quand j'arrivais, Finn à mes côtés comme promis. De longues tables remplies de loups à divers stades de conversation. L'air était épais de l'odeur de la nourriture et du bourdonnement de la dynamique de la meute que je ne comprenais pas entièrement. La conversation ne s'arrêta pas exactement quand j'entrai, mais elle changea, devint plus consciente, plus alerte. Caspien se tenait à la tête de la table principale, Viviane à sa droite. Quand il me vit, quelque chose dans son expression changea. Se réchauffa peut-être, ou s'adoucit. Il fit un geste vers le siège vide à sa gauche. Le siège d'honneur, bien sûr. Je parcourus la longueur de la salle, sentant chaque œil suivre mon mouvement, sentant le poids du jugement, de la curiosité et du ressentiment. Mais je gardais la tête haute, mon rythme régulier, et quand j'atteignis la table, je croisai le regard de Caspian et y vis de l'approbation. « Tout le monde », dit-il, sa voix traversant le murmure des conversations. « Voici Sarah. Elle fait maintenant partie de la meute, sous ma protection personnelle. J'attends de vous tous que vous la traitiez en conséquence. » Ce n'était pas une demande, c'était un commandement d'un roi alpha. Et alors que je m'asseyais à côté de lui, sentant la chaleur de sa présence et l'évaluation froide de sa meute, je réalisais que ma véritable épreuve ne faisait que commencer. Le dîner était un champ de bataille, déguisé en repas. La conversation coulait autour de moi comme de l'eau autour d'une pierre. Les membres de la meute parlèrent par-dessus moi, devant moi, parfois à moi avec des questions qui ressemblaient plus à des tests. Une jeune femme aux cheveux cuivrés demanda gentiment comment je m'adaptais à la vie parmi les loups, l'accent sur le dernier mot indiquant clairement qu'elle trouvait le concept absurde. Un homme plus âgé voulait savoir quelles compétences je possédais qui pourraient être utiles à la meute, son ton suggérant qu'il connaissait déjà la réponse. Aucune. Je répondis du mieux que je pouvais, gardant ma voix stable, mes réponses honnêtes, mais pas défensives. Caspian mangeait à côté de moi, apparemment concentré sur sa nourriture. Mais je pouvais sentir son attention suivre chaque interaction, chaque pic subtil masqué sous une question polie. Ce fut Vivien qui finit par briser la tension. « Assez », dit-elle. Sa voix pas forte, mais absolument autoritaire. Sarah a survécu 2 semaines dans une nature sauvage en hiver qui aurait tué la moitié d'entre vous. Elle regarda autour de la table, défiant quiconque de contester. Cela mérite le respect, pas un interrogatoire. Le silence qui suivit était assez épais pour étouffer. Puis Finn rit, brisant la tension. Elle fait aussi un meilleur bouchetage que Jasper, ce qui n'est pas peu dire. Je m'insurge,
dit Jasper doucement. Mais il souriait. Mon bouchetage est excellent. Ton bouchetage est au mieux adéquat, ajouta Ezra, prenant la parole pour la première fois de la soirée. La conversation changea alors, s'éloignant de moi pour se porter sur les affaires de la meute, les patrouilles récentes, les problèmes d'approvisionnement pour l'hiver. Je mangeais avec reconnaissance, laissant les mots me submerger, simplement soulagée de ne plus être le centre de l'attention. Sous la table, je sentis quelque chose de chaud pressé contre ma main. Je baissai les yeux pour trouver que les doigts de Caspian avaient trouvé les miens, une brève pression rassurante avant qu'il ne se retire. Le contact dura peut-être 3 secondes, mais il stabilisa quelque chose en moi qui tremblait depuis notre arrivée. Après le dîner, les gens s'attardèrent en petits groupes, les conversations se prolongeant dans le salon commun adjacent, où un feu rugissait et des meubles confortables invitaient à la détente. Je restais maladroitement près du mur, ne sachant pas où était ma place dans cet écosystème social. Quand une voix parla derrière moi, « Vous vous êtes bien débrouillé ?» Je me tournai pour trouver une femme âgée, ses cheveux complètement argentés, ses yeux d'un ambre pâle qui semblait voir à travers moi. Elle se déplaçait avec une canne, mais il y avait une force dans son port qui n'avait rien à voir avec la puissance physique. « Je ne suis pas sûre de m'être débrouillée du tout, » admis-je. « Vous n'avez pas fui. Vous ne vous êtes pas caché. Vous ne vous êtes pas excusé d'exister. » Elle sourit, et cela transforma son visage en quelque chose de chaleureux et de sage. « Je suis Elena. J'étais l'amie la plus proche de la grand-mère de Caspian. Je connais ce garçon depuis sa naissance. C'est un plaisir de vous rencontrer. » Je le pensais. Elle semblait sûre, comme Margaret, comme quelqu'un qui avait vu assez de la vie pour ne pas perdre de temps en mesquinerie. « Marchez avec moi, » dit-elle. Et ce n'était pas tout à fait un ordre, mais certainement pas une suggestion. Nous nous déplaçâmes lentement dans la maison, sa canne tapant contre les planchers de bois, jusqu'à ce que nous atteignions une aile plus calme, où les bruits de la fête s'estompaient en murmures lointains. Elle me conduisit à un petit salon, me faisant signe de m'asseoir dans un fauteuil près de la fenêtre. « Savez-vous ce qui est arrivé à la sœur de Caspian ?» demanda-t-elle sans préambule. « Il a dit qu'elle était morte en essayant de faire ses preuves lors d'une chasse. » Elena hocha lentement la tête. Mira, elle était brillante, courageuse, et absolument déterminée à gagner le respect de la meute. Mais la meute du père de Caspian, ne lui a jamais vraiment donné sa chance. Il tolérait son existence, mais lui faisait clairement comprendre chaque jour qu'elle était inférieure. Faible, inutile. Ses yeux croisèrent les miens. Elle est morte en essayant de traquer un loup solitaire seul, parce qu'elle pensait que si elle pouvait rapporter la preuve de la mise à mort, il la verrait enfin comme ayant de la valeur. Ma poitrine se serra de reconnaissance, avec le poids familier d'essayer de prouver sa valeur à des gens qui avaient déjà décidé que vous n'en aviez aucune. Caspian l'a trouvée 3 jours plus tard, continua Elena, sa voix douce d'un vieux chagrin. Il avait 17 ans. Ça l'a changé. Il avait toujours été sérieux. Mais après Mira, il est devenu déterminé, concentré sur le changement de la loi de la meute, sur la création d'un espace pour ceux qui ne correspondaient pas au moule traditionnel. Quand son père est mort et qu'il est devenu roi alpha, il a commencé à mettre en œuvre ces changements, et il s'est fait des ennemis à cause de ça. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je doucement. « Parce que vous devez comprendre ce que vous représentez pour lui. Vous n'êtes pas juste une humaine qu'il a décidé d'aider sur un coup de tête. Vous êtes le fantôme de sa sœur à qui on a donné une seconde chance. Vous êtes la preuve que sa vision pour la meute, pour toutes les meutes, peut fonctionner. » Elle se pencha en avant, son regard intense. « C'est un lourd fardeau à porter pour une seule personne. Êtes-vous préparé à cela ?» Je pensais à la cabane construite avec des branches cassées, au fait d'avoir quitté le seul foyer que j'avais connu, plutôt que d'accepter d'être une moins que rien. Au choix de survivre même quand abandonner aurait été plus facile. « Je ne veux pas être un symbole, » dis-je honnêtement. « Je veux juste vivre. Peut-être trouver quelque chose qui ressemble à l'appartenance. » Elena sourit, triste et compréhensive. Ces choses ne sont pas mutuellement exclusives, mais elles ne sont pas simples non plus.
Elle se leva, utilisant sa canne pour s'appuyer. « Soyez prudente, mon enfant. Il y a ceux qui blesseraient Caspian en vous blessant. Restez proche de ceux qui ont prouvé leur fiabilité. » Elle me laissa là, ces mots résonnant dans la pièce silencieuse. Je restai assise longtemps, regardant la neige commencer à tomber dehors, pensant à la responsabilité et à l'appartenance, et au prix des deux. Les semaines qui suivirent s'installèrent dans une routine. Les matins avec Margaret, à apprendre les rythmes de la maison. Les après-midi avec Finn, qui s'était autoproclamé non seulement mon garde, mais aussi mon guide de la culture de la meute. Les soirées souvent dans le bureau de Caspian, où il travaillait sur d'interminables documents pendant que je lisais dans sa vaste bibliothèque, tous deux à l'aise dans un silence partagé. La meute restait divisée sur son opinion de moi. Certains, comme Jasper et Ezra, me traitaient avec une acceptation désinvolte. D'autres maintenaient une distance polie. Quelques-uns rendaient leur hostilité claire par de petites cruautés, des portes qui se fermaient sur mon passage, des conversations qui s'arrêtaient quand j'approchais, des invitations à des événements de la meute qui ne m'arrivaient jamais. J'appris à naviguer, à trouver ma place dans les espaces entre l'acceptation et le rejet. J'aidais Margaret dans les cuisines parce que cela me donnait un but et sa joyeuse compagnie. Je me portais volontaire à l'école de la meute, lisant aux plus jeunes enfants qui ne comprenaient pas encore pourquoi une humaine parmi eux était censée être une erreur. Je me rendis utile de manière discrète, non pas pour prouver ma valeur, mais parce que l'utilité semblait être une armure contre le jugement. Et j'observais Caspian diriger sa meute avec une combinaison de force et de compassion qui me serrait la poitrine d'une manière que je ne voulais pas examiner de trop près. Ce fut 6 semaines après mon arrivée que tout bascula. Un messager arriva de Silverpaw, un jeune loup qui semblait nerveux en livrant le message de son alpha. Caspian le reçut dans le hall officiel en présence de Vivien et d'autres membres importants de la meute. Je regardais depuis le balcon supérieur où Finn nous avait positionnés après avoir appris qui était arrivé. « Marcus Thorne envoie ses salutations au roi Alpha », commença le messager, formel et répété, et demande le retour de la propriété qui a fui le territoire de Silverpaw sans permission. La température dans la pièce sembla chuter de 20 degrés. L'expression de Caspian ne changea pas, mais j'avais appris à lire la tension subtile dans ses épaules, la façon dont ses yeux devenaient plats et froids. « Propriété », répéta-t-il, sa voix dangereusement douce. « La fille humaine, Sarah », le messager déglutit difficilement. « L'Alpha Thorne prétend qu'elle a volé la meute avant de fuir et doit être renvoyée pour faire face à la justice. » Je cessai de respirer. « Volée ? » Je n'avais rien pris d'autre que les vêtements que je portais et le peu de nourriture que je pouvais emporter. C'était un mensonge, une fabrication pour justifier de me ramener à Silverpaw, de faire de moi un exemple. « Marcus Thorne se trompe, » dit Caspian, chaque mot précis et froid comme la glace. « Sarah est un membre de ma meute, sous ma protection. Elle ne sera pas renvoyée pour faire face à de fausses accusations destinées à la punir pour le crime d'avoir survécu à sa cruauté. L'Alpha Thorne a été très clair. Je me fiche de ce que Marcus a été. » La voix de Caspian ne s'éleva pas, mais la puissance la traversa comme le tonnerre. « Tu retourneras à Silverpaw et informeras ton Alpha que s'il souhaite discuter de la loi de la meute concernant les réfugiés et l'asile, il peut demander une audience formelle. Jusque-là, cette affaire est close. » Le messager partit rapidement, fuyant presque. Le hall éclata en conversations murmurées, les membres de la meute débattant des implications de la déclaration de leur roi. Je restai figé sur le balcon, mes mains agrippant la balustrade si fort que mes jointures étaient blanches. « Viens », dit Finn doucement, me guidant avant que quiconque en bas ne puisse lever les yeux et me voir. Il m'emmena dans le bureau de Caspian et m'y laissa, refermant doucement la porte derrière lui. Je fis les 100 pas dans la pièce, l'anxiété me parcourant la peau comme des fourmis de feu. Marcus avait fait de moi son problème, avait transformé mon existence en une question politique entre territoires. Caspian venait de me choisir publiquement au détriment de la paix diplomatique avec un alpha voisin. La porte s'ouvrit 20 minutes plus tard. Caspian entra, la referma derrière lui, et se contenta de me regarder. « Je suis désolée, dis-je immédiatement. Je n'ai rien volé. »
Je le jure, je sais. Il se dirigea vers l'armoire où il gardait le whisky, versa 2 verres et m'en tendit un. Marcus crée un prétexte. Il veut te récupérer pour sauver la face, pour prouver que personne ne quitte son territoire sans permission. Je pris le verre mais ne bus pas. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, nous attendons de voir s'il intensifie ou recule. Caspian but son whisky d'un trait. Quoi qu'il en soit, tu ne vas nulle part. Cela pourrait déclencher un conflit entre les meutes, à cause de moi. Non. Il posa son verre si fort qu'il se fissura. À cause de Marcus et de ses idées dépassées sur le pouvoir et le contrôle. À cause des loups comme lui qui voient les humains comme des inférieurs, comme une propriété à gérer. C'était inévitable, Sarah. Tu n'es que le catalyseur. Je bus enfin, le whisky me brûlant la gorge. Je n'ai jamais voulu être le catalyseur de qui que ce soit. Je sais. Sa voix s'adoucit. Mais parfois, nous n'avons pas le choix de nos rôles. La tension entre nous s'était accumulée depuis des semaines, dans les silences partagés, les contacts brefs, la façon dont ses yeux me suivaient à travers les pièces. J'avais essayé de l'ignorer, de me dire que la gratitude n'était pas de l'attirance, que ce que je ressentais n'était que la réponse normale à la gentillesse après des années de cruauté. Mais là, debout, avec le poids des conséquences politiques suspendues entre nous, je ne pouvais plus faire semblant. « Pourquoi ?» demandai-je. « Pourquoi risquer tant pour moi, spécifiquement ? Tu pourrais aider les humains sans faire de moi ton projet personnel, sans m'amener dans ta maison et ta vie. » Et ma voix se brisa. Pourquoi moi, Caspian ? Il resta silencieux si longtemps que je crus qu'il ne répondrait pas. Puis, parce que quand je t'ai vu construire cette cabane avec des branches cassées, refusant d'abandonner, même quand toute personne rationnelle l'aurait fait, j'ai vu quelqu'un qui méritait mieux que ce que le monde lui avait donné. Quelqu'un qui méritait une chance d'être plus qu'une simple survivante. Il s'approcha, ses yeux argentés intenses. Et peut-être parce qu'en t'aidant, je pensais pouvoir me pardonner de ne pas avoir été là quand Mira avait besoin de moi. L'honnêteté de ces mots fit craquer quelque chose en moi. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Non, mais je pouvais te sauver. Sa main se leva, hésitant avant de toucher doucement mon visage, son pouce caressant ma pommette. Et peut-être que, égoïstement, je le voulais. J'aurais dû reculer, j'aurais dû maintenir la distance entre le roi alpha et la réfugiée humaine. Mais au lieu de cela, je me penchai vers son contact, vers la chaleur de sa paume contre ma peau. « Je ne suis pas elle, » murmurai-je. « Je ne suis pas ta sœur. » « Je sais. » Son front se posa contre le mien, nos souffles se mêlant dans l'espace entre nous. « Tu es Sarah. Têtue, courageuse, incroyablement gentille, malgré toutes les raisons de ne pas l'être. Tu es toi-même, et c'est exactement ce que je... » Il ne finit pas la phrase, mais il n'en avait pas besoin. La vérité était écrite dans la façon dont il me tenait. Doucement, malgré sa force, avec révérence malgré son pouvoir, quand il m'embrassa, ce fut doux et prudent, une demande plutôt qu'une prise. Je répondis en me hissant sur la pointe des pieds, en passant mes doigts dans ses cheveux sombres, en choisissant cette chose impossible avec la même détermination que j'avais montrée en construisant une cabane avec des branches cassées. Le baiser s'approfondit, devint quelque chose de plus urgent, de plus réel. Ses mains trouvèrent ma taille, me tirèrent plus près, et je me laissai faire, me pressant contre sa chaleur solide. Nous nous séparâmes, haletants, et ses yeux étaient d'argent en fusion, scrutant mon visage. « Reste, » dit-il. Et je savais qu'il entendait plus que juste cette nuit, plus que juste ce moment. Reste et aide-moi à construire quelque chose de mieux. Une meute où humains et loups peuvent exister ensemble, en égaux, où personne n'a à prouver sa valeur juste pour survivre. Je reste déjà, lui rappelai-je, souriant à travers des larmes que je n'avais pas réalisé verser. Où d'autres irais-je ? Où tu voudrais. Son pouce attrapa une de mes larmes. Tu es libre, Sarah. Tu pourrais partir demain, et je t'aiderai à recommencer ailleurs.
dans un endroit sûr. Je veux que tu saches que ça, nous, c'est un choix, pas une obligation. Je pensais à la cabane dans les bois, au tas de branches cassées qui étaient devenues quelque chose de solide sous les mains de loups qui avaient choisi d'aider. Au fait que l'appartenance n'était pas quelque chose que l'on gagnait, mais quelque chose donné librement par des gens qui voyaient en vous une valeur au-delà de ce que vous pouviez produire. Je choisis ça, dis-je fermement. Je te choisis toi, cette meute, cette vie impossible que tu construis. Pas parce que je te dois quelque chose, mais parce que je le veux. Le sourire qui transforma son visage fut comme un lever de soleil, chaud, lumineux et plein de promesses. Il m'embrassa de nouveau, et cette fois, cela ressemblait à un début plutôt qu'à un simple moment. Marcus envoya 2 autres messagers au cours des semaines suivantes, chacun avec des demandes de plus en plus agressives. Caspian les refusa tous, sa position restant inchangée. Finalement, la nouvelle arriva que d'autres alphas observaient ce conflit, que certains soutenaient la position de Caspian sur les droits de l'homme, tandis que d'autres se rangeaient du côté des vues traditionnelles de Marcus. La situation resta tendue, non résolue, suspendue au-dessus de nous comme une tempête à venir. Mais au sein de cette tension, la vie continuait. Je trouvais ma place dans la meute lentement, à travers de petits moments de connexion. Enseigner à un jeune loup à lire, aider Margaret à préparer la célébration du solstice d'hiver, m'entraîner avec Finn en autodéfense de base, parce qu'il insistait pour que je sache au moins donner un coup de poing. Et je construisis quelque chose avec Caspian qui passa d'un respect partagé à quelque chose de plus profond. Il m'apprit la loi et l'histoire de la meute. Je lui appris que la force n'était pas toujours une question de pouvoir, que parfois la chose la plus courageuse que l'on puisse faire était de choisir la compassion plutôt que la cruauté. 6 mois après cette première nuit dans la forêt, à l'anniversaire du jour où il m'avait trouvé en train de construire avec des branches cassées, Caspian fit une déclaration formelle devant la meute assemblée. Il me déclara sa compagne. Non pas au sens surnaturel que les loups comprenaient, mais dans la tradition humaine du partenariat et du choix. Et il annonça de nouvelles lois de meute protégeant les humains, leur accordant un statut et des droits complets sur le territoire du Nord. Certains applaudirent, d'autres restèrent silencieux. Quelques-uns partirent en signe de protestation. Mais le message était clair. La meute changeait, devenait quelque chose qui faisait de la place à ceux qui ne correspondaient pas au moule traditionnel. Cette nuit-là, debout sur le balcon surplombant la ville qui était devenue mon foyer, Caspian enroula ses bras autour de moi par derrière, son menton reposant sur mon épaule. « Des regrets ?» demanda-t-il doucement. Je pensais à la fille que j'avais été, construisant un abri sans espoir avec des morceaux cassés, certaine qu'elle mourrait seule dans le froid. Je pensais à tout ce qui m'avait mené ici, la perte, le rejet, la lutte désespérée pour survivre. Et je pensais à ce que j'avais trouvé à la place, l'appartenance, un but, un amour qui n'exigeait pas que je sois autre chose que moi-même. « Pas un seul, » dis-je, me tournant dans ses bras pour l'embrasser alors que la neige commençait à tomber, couvrant le monde de blanc. Dehors, les loups hurlaient pour saluer la lune d'hiver, et à l'intérieur, enveloppé de chaleur et de sécurité, et de ce genre d'amour qui vous choisit plutôt que de vous posséder, je compris enfin ce que signifiait rentrer à la maison. Pas à un endroit, mais à une personne qui vous voyait vraiment, et décidait que vous valiez la peine de se battre. Les branches cassées étaient devenues quelque chose de solide après tout. Pas par mes seuls efforts, mais grâce aux mains de ceux qui avaient choisi d'aider, qui avaient vu un potentiel dans ce que d'autres appelaient sans valeur. Et à la fin, cela fit toute la différence.